J'avais pensé dire quelques mots pour expliquer pourquoi je suis là. C'est peut-être pas très utile maintenant que vous avez anticipé, mais en gros, moi, mes travaux de chercheur depuis plus de 15 ans sont dédiés à la question suivante. Quel programme mettre en place pour lutter contre la pauvreté, en particulier dans les pays les moins développés aujourd'hui? Et pour répondre à ces questions, je travaille en partenariat avec des gouvernements, avec des organisations non gouvernementales, avec des organisations internationales comme la Banque mondiale, etc. Évidemment, je ne suis pas seule à faire ça, comme Madame la Présidente vient de le souligner. Nous sommes maintenant des centaines de chercheurs et chercheuses, basés souvent aux États-Unis, mais aussi à travers l'Europe, ça inclut en France, ainsi que dans le monde entier, à faire ce type de travail. Nous sommes affiliés au laboratoire du GIPAL, et notre objectif est d'augmenter l'efficacité des politiques publiques et des dépenses publiques en s'assurant qu'elles soient fondées sur des résultats probants. J'ai fait un effort pour ne pas utiliser evidence-based, mais maintenant je réalise qu'en fait, ce n'était pas la peine que je me casse la tête à trouver l'expression résultat probant. Alors, les opinions que je vais avancer aujourd'hui sont partagées, j'en suis certaine, par ce vaste groupe de chercheurs, et cela inclut donc les meilleures têtes pensantes, comme vous venez de le mentionner. Et je voulais aussi rappeler que justement ce prix Nobel d'économie reçu par Esther Duflo, Abhijit Banerjee et Michael Kremer est justement du fait qu'ils ont fait pivoter le champ de la recherche en économie vers la recherche appliquée, visant à identifier des solutions pratiques aux problèmes économiques et sociaux autour du monde. Donc, forte de cette expérience, je suis ravie d'aborder le sujet de l'évaluation des politiques publiques avec vous. Comme nous avons peu de temps, j'ai décidé de retenir 4 grands points qui sont les suivants. Le premier, je pense que nous sommes à un moment particulièrement clé pour aborder ces questions. Un moment clé d'une part car la France, le monde font face à des enjeux sociaux majeurs qui requièrent des solutions innovantes, mais aussi un moment clé car les outils à notre disposition, à la fois pour innover et pour évaluer, ont été récemment démultipliés grâce aux avancées, en particulier dans les technologies informatiques et de communication. Et donc c'est une opportunité immense à ne pas manquer. Mon deuxième grand point, ça va être qu'il faut se mettre d'accord sur les définitions. Qu'est-ce que l'on entend par évaluation des politiques publiques? Le mot évaluation, en principe, est clair, c'est estimer la valeur, mais en pratique, évaluation était devenu un mot fourre-tout, et donc il faut bien s'entendre sur l'objectif de l'évaluation. Le troisième point, si j'ai le temps, parce que je ne suis pas sûre, c'est de dire que l'évaluation d'impact requiert de la rigueur scientifique, ou plutôt vous le rappelez, parce que je m'en doute que vous le savez déjà. Les méthodes d'évaluation sont au programme de la prochaine conférence dans ce cycle, si j'ai bien compris, donc je ne m'étendrai pas trop sur ce point, mais je pense que c'est important de souligner que l'évaluation d'impact requiert une expertise particulière et qu'impliquer la communauté scientifique est important. Et enfin, le quatrième point, qui sera un peu une forme de conclusion, c'est que l'évaluation d'impact est un bien commun. Le plus de pays évaluent leur politique publique, le plus rapidement grandira le stock de savoir, soit la base scientifique à disposition des décideurs futurs. Il y a donc un aspect dynamique important que je tiens à souligner. Donc, je vais maintenant discuter chaque point tour à tour. Alors, le premier point, c'est un moment clé. Clé d'abord du fait de l'ampleur des problèmes auxquels nous faisons face. Donc, je pense par exemple au changement climatique, à la crise des réfugiés, à la montée des inégalités, le fait qu'il y a encore plus d'un demi-milliard de gens dans le monde qui vivent dans la pauvreté extrême, avec moins de 1,90 $ par jour, d'après la définition de la Banque mondiale. Donc il faut mettre en place des nouvelles politiques et de nouveaux programmes pour répondre adéquatement à ces enjeux. Évidemment, la question, c'est que faire? Innover sur ces questions-là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Que mettre en place? Souvent, on ne sait pas. Donc, prenons un exemple, par exemple, la crise des réfugiés. Cela pose un tas de questions. Combien de réfugiés acceptés par an? Faut-il autoriser les réfugiés à travailler ou doivent-ils d'abord obtenir un permis de séjour? Au sein de l'Europe, les pays ont des approches très différentes, comme le montre cette carte qui, j'espère, va apparaître. Est-ce que ce serait possible en fait, de mettre en format full screen? Affichage pour que vous voyez mieux. Alors, bon, donc pendant que je ne veux pas perdre mes minutes précieuses. Donc, voilà, merci beaucoup. Formidable. Donc,
ce que cette carte vous montre, c'est que le droit au travail pour les réfugiés varie entre les pays. Donc la couleur plus c'est foncé, plus la durée de l'interdiction au travail est longue. Donc en particulier en France, c'est un des pays les plus contraignants où il y a une période de 9 mois avant qu'un demandeur d'asile puisse travailler. Okay, donc la question c'est, est-ce que c'est trop long du point de vue de la capacité d'intégration des migrants? C'est une question importante. Il est possible qu'être isolé pendant 9 mois dans l'incapacité de travailler, ça érode les compétences professionnelles, ça érode la santé mentale, peut-être la santé tout court, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir accès aux soins ou même un logement décent. Et ça pourrait mettre les réfugiés en position de vulnérabilité redoublée une fois autorisés à chercher du travail. Donc évaluer l'impact de ce genre de politique, c'est très important. Donc ça, c'est un exemple des questions importantes auxquelles on fait face et sur lesquelles nous avons beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'on est à un moment clé parce qu'il y a plein de questions de ce genre. En même temps, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on a aussi maintenant des outils à notre disposition qui sont très forts. Vous avez tous entendu parler de Big Data. Big Data, c'est le fait que presque chaque minute de notre vie maintenant est enregistrée en détail sur nos téléphones portables, sur nos cartes de crédit, les réseaux sociaux, ce qu'on fait sur Internet. Toutes ces données qui sont enregistrées, qui peuvent être ensuite évidemment utilisées à mal escient. Il faut faire attention là-dessus. Je pense que ce sera sans doute discuté au cours de l'année. Mais je vais mettre le point sur le fait que toutes ces données peuvent aussi être très utiles dans le contexte de l'évaluation. Grâce au big data et aux avancées de la science informatique, en particulier l'intelligence artificielle, qui aide beaucoup à organiser et à rendre exploitables les big data. Donc je pense en particulier au machine learning. Une fois de plus, j'avais trouvé la terminologie française correspondante. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais pensé que c'était algorithme d'apprentissage automatique. Peut-être que vous me permettrez d'utiliser machine learning. Grâce à ça, maintenant, nous sommes en mesure d'adopter des nouvelles méthodes d'évaluation. Donc pour illustrer ce point, j'en reviens à l'exemple des réfugiés. Une autre question importante quand il en vient aux réfugiés, c'est de savoir où les placer une fois qu'ils ont obtenu le droit d'asile. Et en particulier, certains pays comme les États-Unis ou la Suisse disent aux réfugiés spécifiquement dans quelle ville ils peuvent aller vivre. Donc, une étude réalisée récemment par mes collègues de Stanford au sein du laboratoire des politiques d'immigration a exploité des données et des algorithmes d'apprentissage automatique pour évaluer différentes politiques de placement. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à l'historique de placement de 30 000 réfugiés aux États-Unis sur la période 2011-2016. Et ils ont pu, grâce à ça, peaufiner un algorithme qui identifie quel type de réfugiés prospèrent plus ou moins dans quelle ville. C'est-à-dire comment apparier les réfugiés avec des villes d'accueil pour maximiser la probabilité que les réfugiés réussissent à obtenir un emploi et deviennent autonomes après 6 ou 9 mois ou 12 mois. Donc intuitivement, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie américaine et la géographie de son immigration, si vous envoyez une personne éthiopienne à Minneapolis, où il y a déjà une communauté éthiopienne très importante, cette personne a sans doute plus de chances de s'en sortir que si elle est envoyée à Bâton Rouge en Louisiane, où il n'existe aucune communauté éthiopienne. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus facile de trouver un travail ou d'avoir accès aux démarches si quelqu'un proche de nous parle notre langue, etc. Donc en pratique, la façon dont les réfugiés sont placés ne prend pas du tout en compte ces facteurs. Donc c'est possible qu'en fait des opportunités soient perdues. Donc le travail des chercheurs de Stanford a montré que des gains très importants, de l'ordre d'une augmentation de 50% de la probabilité qu'un réfugié puisse obtenir un travail, peuvent être réalisés si en fait on place les réfugiés en fonction de ce que l'algorithme nous prédit. C'est-à-dire que si on dit en fonction des caractéristiques de cette personne, dans quelle ville je devrais la placer pour maximiser ses chances de succès, on peut obtenir des résultats pour les réfugiés qui sont bien meilleurs. Okay, d'où mon point que nous avons maintenant, grâce aux avancées informatiques et au big data, des nouvelles techniques qui permettent d'évaluer les politiques actuelles et de les comparer à d'autres politiques possibles qui pourraient être plus efficaces. Donc ça, c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Je pense par exemple au domaine de la justice. Ces nouvelles techniques peuvent aider à identifier des biais dans les décisions et à mettre en place des protocoles décisionnels moins sujets aux biais. Donc sur ces questions, je vous renvoie par exemple aux travaux de Sandil Mullainathan aux États-Unis ou de Mathilde Emerio en France, qui ont utilisé aussi des techniques de machine learning pour identifier le biais parmi les juges. Alors, ça c'était mon premier point, un moment clé. Le deuxième point, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur les définitions.
Évaluer une politique publique requiert, à mon avis, et c'est à nouveau un avis que je pense est également partagé par mes pairs universitaires, au moins 4 étapes importantes. Donc la première, la politique est-elle pertinente, soit adaptée aux problèmes qu'elle est censée régler? Donc ça, c'est en amont. Aussi en amont, la politique est-elle faisable? C'est-à-dire quelles sont les contraintes à un déploiement réussi? Ensuite, en aval, la politique est-elle efficace? Soit génère-t-elle les résultats attendus? Et si oui, génère-t-elle aussi des résultats inattendus qui doivent être pris en compte dans la valeur ajoutée sociale totale, qu'ils soient positifs ou négatifs? Et quatrièmement, la politique est-elle efficiente? Soit correspond-elle au meilleur usage possible des ressources disponibles pour obtenir ces résultats? Donc les deux premières étapes, évaluer la pertinence et la faisabilité, ce qui est en amont, ça c'est ce qui, je pense, est le plus commun. La plupart des nouvelles politiques ou programmes sont sujets à ces deux étapes d'évaluation. J'imagine que c'est en grande partie contenu dans ces études d'impact mentionnées que le Conseil d'État revoit. J'aimerais d'ailleurs contester la terminologie. Je ne suis pas sûre qu'elle devrait s'appeler étude d'impact. Je réfléchissais là au cours de l'heure passée et je me suis dit peut-être que des simulations d'impact ou prévisions d'impact ou estimation d'impact seraient un terme plus approprié pour refléter le fait de la nature que c'est prévisionnel et non pas du fait. Je crois que monsieur le vice-président avait utilisé une terminologie que j'avais bien aimée, je ne me souviens plus, j'avais noté, bon, ça me reviendra. Donc, ce qui manque, à mon avis, c'est deux choses. D'abord, et peut-être que c'est ces études crépusculaires dont vous avez parlé, réévaluer la pertinence après une longue période. Donc, il est possible qu'une politique mise en place il y a 25 ans ne soit plus pertinente et revisiter régulièrement les allocations budgétaires au sein des agences publiques pour s'assurer que les programmes obsolètes ne sont pas reconduits d'année en année, de décennie en décennie par habitude, me semble important. Mais surtout ce qui manque, et je vais insister là-dessus, c'est l'évaluation de l'efficacité, l'évaluation d'impact, comme nous, on l'appelle, nous, universitaires, sans laquelle l'évaluation de l'efficience ne peut pas être faite non plus. Okay ? Donc ces deux étapes en aval, évaluation d'impact ex post et comparaison des impacts au coût, qui permettent de donner l'efficience, sont très importantes. Il y a deux sous-points que je veux faire là-dessus. Le premier, c'est que cette évaluation d'impact est très importante. Je veux vraiment clarifier pourquoi. Le deuxième sous-point, c'est vu que c'est aussi important, pourquoi il n'y en a pas plus. Donc, premier sous-point, pourquoi est-ce que l'évaluation d'impact est très importante? La raison principale, c'est que très souvent, le bon sens ne suffit pas, ni même la théorie, pour savoir l'impact qu'aura une politique particulière. Pour ça, pour illustrer ce point, je voudrais prendre un exemple, comme exemple une politique qui a été assez débattue il y a plusieurs années, celle des CV anonymes. Donc, devant le constat d'une importante discrimination à l'embauche des candidats issus de l'immigration non européenne ou habitant dans des quartiers sensibles, l'idée de rendre obligatoire l'anonymisation des CV, des CV, au moins dans les entreprises d'une certaine taille, avait fait son chemin au début des années 2000. Elle avait été défendue tant par des associations antiracistes que par un rapport de Claude Bébéar, à l'époque président du conseil de surveillance d'AXA, au Premier ministre. Et l'idée était de permettre aux candidats minoritaires d'accéder plus souvent aux entretiens d'embauche, où ils pourraient alors défendre leurs chances et être jugés sur leur qualité propre et non sur leur origine. Cette mesure avait été intégrée dans la loi de 2006 sur l'égalité des chances, mais son décret d'application n'avait pas été signé. Une expérimentation a été faite en 2009-2010 dans 8 départements pour essayer de voir son impact avant qu'elle soit adoptée. Donc 1000 entreprises à peu près, de plus de 50 employés, ont été contactées par Pôle emploi qui leur a proposé de participer à l'expérimentation. Alors, le premier résultat, c'est que 62% des entreprises avaient accepté, 38% ont refusé. Seulement celles qui ont accepté de participer ont ensuite été aléatoirement assignées à un groupe traitement qui a donc commencé à utiliser le CV anonyme, et le reste était un groupe de statu quo, un groupe contrôle qui a continué à utiliser le CV classique. Les résultats, analysés par les économistes du CRES et de l'École d'économie de Paris, ont été inattendus. Les candidats issus des minorités ont moins souvent eu accès à des entretiens et moins décroché d'emploi dans le groupe utilisant le CV anonyme. C'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique.
les CV anonymes ont désavantagé les minorités. Donc en particulier, vous voyez, il y a 2 groupes. Je suis désolée, c'est en anglais. Les résumés standards, où les minorités ont reçu ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire 9% des CV ont été rappelés pour un entretien, contre seulement 4,7% quand c'est anonyme. D'accord ? Et l'écart entre les membres des minorités et des majorités est vraiment accru quand le CV est anonyme. Donc c'est l'effet absolument opposé de l'effet escompté. Pourquoi ? Ce qui est très important, c'est de noter qu'en fait, les entreprises qui étaient volontaires dans cette expérience étaient justement les entreprises les moins discriminantes. Vous pouvez voir ça avec ces données initiales qui montraient que les entreprises qui ont participé, donc sur votre gauche, en fait, n'avaient pas un taux de rappel différent entre les minorités et les majorités, alors que les entreprises qui n'ont pas voulu participer étaient justement celles qui étaient les plus discriminantes. Les entreprises qui ne discriminent pas et qui veulent participer à une expérience comme ça, une fois qu'elles reçoivent des CV anonymes, elles ont en fait du mal à contextualiser le CV. Pourquoi est-ce qu'un CV anonyme, en fait, ça pénalise ? C'est parce que l'absence de contextualisation ne permet plus d'expliquer des blancs ou des faiblesses dans les parcours scolaires et professionnels, alors qu'avec un CV non anonyme, on sait qu'un candidat vient d'un contexte plus difficile, et si on a envie de compenser ce désavantage, le recruteur peut offrir une chance à ce candidat qui est perçu comme méritant. Et le CV anonyme enlève cette contextualisation. Okay ? Donc c'est un exemple qui illustre en fait que même si a priori on a toutes les raisons de penser qu'une politique est une bonne idée, même si cette politique est soutenue par beaucoup d'acteurs, même si cette politique est peut-être soutenue entièrement par le public, on doit se méfier des effets pervers inattendus. Donc avant de mettre un nouveau programme, il faut d'abord expérimenter à petite échelle pour juger de la pertinence ou non d'une mesure et de ses impacts réels. Et les résultats, comme vous l'avez vu, peuvent surprendre. C'est donc important d'expérimenter, mais ça n'est pas une pratique encore bien répandue. Pourquoi ? J'en viens à mon deuxième sous-point. Pourquoi y a-t-il trop peu d'évaluation d'impact ? Je pense qu'il y a de la réticence sur plusieurs points. D'abord, accepter d'expérimenter, c'est accepter de dire que l'on n'est pas sûr, que l'on ne sait pas. Et ça peut être dangereux politiquement. Donc je pense qu'expliquer au grand public la valeur de l'expérimentation pour comprendre quoi faire me semble un enjeu primordial. Tout le monde est d'accord, vous pouvez interroger n'importe qui dans la rue, tout le monde est bien d'accord qu'avant de mettre un nouveau médicament sur le marché, l'efficacité de ce médicament doit avoir été prouvée par des essais cliniques. Je pense qu'il est temps de rendre les essais sociaux, les expérimentations sociales, non seulement acceptables, mais aussi requises. Et je pense que c'est possible. Par exemple, sur un sujet autant débattu que celui de l'immigration, mettre en place une grande expérience, une grande expérimentation connue du public, par exemple pour tester les effets d'interdiction de travail pendant les 9 premiers mois, que j'ai mentionné tout à l'heure, ce serait une très bonne façon de créer une culture de l'évaluation qui soit démocratique et scientifique à la fois. Si vous voulez, on peut discuter de à quoi cela ressemblerait lors de la discussion. Je pense aussi qu'il y a de la réticence qui vient du fait que l'expérimentation peut prendre du temps. Et le tempo politique n'est pas toujours synchronisé avec le tempo d'une évaluation d'impact, surtout si les impacts d'intérêt sont sur le long terme. Donc pour limiter ce problème, il faut bien penser à l'indépendance des instances d'évaluation, et je souligne là-dessus le point de monsieur le vice-président. Enfin, la résidence vient aussi du fait que l'expérimentation a parfois un coût. Il faut faire du suivi, des enquêtes, etc. Ce n'est pas toujours le cas. Je tiens à souligner qu'on peut parfois utiliser des données administratives qui sont déjà collectées et donc ne coûtent rien. C'est par exemple le cas dans le cadre des études de réfugiés que j'ai mentionnées. Mais parfois, il faut des enquêtes spécialisées qui peuvent être coûteuses. Donc ces dépenses sont-elles justifiées ? Dans beaucoup de cas, je pense qu'elles le sont, puisque dépenser quelques centaines de milliers d'euros dans une évaluation expérimentale peut éviter par la suite de dépenser des centaines de milliards d'euros au cours des années suivantes dans une politique peu, voire pas du tout efficace. Là, je tiens à dire que cette réticence que je mentionne n'est pas généralisée. Je tiens à mentionner un programme très innovant qui avait été mis en place il y a maintenant plus de 10 ans, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, ou FEJ, qui a été mis en place par l'article 25 de la loi numéro 2008-1249 du 1er décembre 2008. Ce fonds a pour objet de financer des programmes expérimentaux
visant à favoriser la réussite scolaire des élèves ainsi que l'intégration sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans. Et ce fait a engendré des centaines d'expérimentations depuis 2008 et a permis d'identifier les idées qui marchent, celles qui ne marchent pas, et donc d'apporter la preuve de la réussite d'un nouveau programme avant un éventuel essaimage ou généralisation. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour le point numéro 3, j'imagine que non. Alors, le point numéro 3, bon, en fait, je vais juste vous montrer l'illustration. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire de l'évaluation d'impact? Parce qu'en fait, pour savoir quel est l'impact d'un programme, il faut observer ce qui se passe sous le programme et ce qui se passe sans le programme. Et à moins d'être un magicien, on n'observe jamais la même personne, la même communauté, sous un programme et sans le programme en même temps. Okay? Donc, tout l'art de l'évaluation d'impact, c'est de deviner ce qui se serait passé si on n'avait pas eu le programme, ou, comme l'est fait lors des évaluations en aval, d'anticiper ce qui se passerait si le programme était mis en place. Okay? Donc là, imaginez une évaluation ex post. J'observe, par exemple, les notes de maths de mes étudiants. Je mets un programme en place de soutien scolaire. Et la question, c'est est-ce que sans mon programme, qui a donc été mis au moment de la barre bleue, les élèves auraient stagné? Du coup, mon impact, c'est la différence entre les deux. Ou est-ce qu'en fait, ils auraient continué avec la même trajectoire qu'avant? Ou alors, peut-être qu'en fait, ils auraient complètement périclité? Ou ils auraient eu un nouveau prof formidable et tout aurait été très bien. Okay? On ne sait pas. Okay? Donc, c'est tout l'art de l'évaluation, c'est de savoir qu'est-ce qui se serait passé. D'accord? Et donc, toutes les méthodes d'évaluation consistent à avoir une idée de ce scénario contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait sans le programme? Okay? Et donc, en gros, il y a deux grands types de méthodes. Il y a les méthodes non expérimentales. J'ai listé ici des noms techniques un peu compliqués, mais en fait, on peut facilement les expliquer. Je peux facilement partager avec vous des documents là-dessus. Et la méthode expérimentale, donc d'évaluation aléatoire, c'était ce qui avait été utilisé pour les CV, comme je viens de vous en parler, qui est considérée la méthode la plus robuste, puisque donc elle crée deux groupes entièrement comparables du fait de l'assignation aléatoire. Maintenant, je voulais juste mentionner que parmi les méthodes non expérimentales, il peut y avoir du très bon. Et en particulier, pour en revenir à la question de l'interdiction de travail pour les réfugiés, je voulais mentionner une étude qui avait été faite avec des données allemandes. Pour illustrer un petit peu ce qui peut être fait, il y avait une décision de justice rendue en 2000 en Allemagne qui a baissé l'interdiction de travail dans ce pays à 12 mois. Ça veut dire que les réfugiés qui sont arrivés en début 2000 n'avaient pas le droit de travailler pendant 12 mois, mais ensuite ils pouvaient travailler. Les réfugiés arrivés fin 99 devaient attendre entre 13 et 24 mois et en moyenne 19 mois. Donc en moyenne, ils attendaient 7 mois de plus pour pouvoir travailler. Donc vous pouvez comparer, et en particulier si vous vous concentrez sur les Yougoslaves, à l'époque il y avait la guerre en Yougoslavie, il y avait beaucoup d'immigrés yougoslaves, enfin de réfugiés yougoslaves en Allemagne. Vous comparez des Yougoslaves arrivés en décembre 1999 avec des réfugiés yougoslaves arrivés en janvier 2000. Ils sont identiques, à part le fait que ceux arrivés en 2000 ont pu travailler dès 12 mois, alors que les autres ont dû attendre 19 mois. Et donc ce graphique que je vous ai mis là, encore, c'est basé sur des travaux de mes collègues à Stanford, Immigration Policy Lab, ont montré qu'en fait, les demandeurs d'asile qui devaient attendre 7 mois de plus avant d'entrer sur le marché du travail avaient 20% de moins de chances d'être employés 5 ans plus tard. 10 ans après, ils sont identiques. Mais il y a toute une période du milieu où ceux qui ont dû attendre plus longtemps sont assez défavorisés. Donc cet exemple venant de l'Allemagne m'amène à mon quatrième et dernier grand point sur lequel j'aimerais conclure, qui est que l'évaluation d'impact est un bien public, un bien commun, car nous pouvons élaborer de nouvelles politiques publiques en nous appuyant sur des preuves scientifiques existantes, d'où qu'elles viennent. Alors évidemment, vous allez me dire, un résultat qui vient d'Allemagne, comment est-ce que je peux vous dire que ça va s'appliquer à la France? Tout pourrait être différent, les coûts pourraient être différents. Mais savoir qu'une politique marche ou ne marche pas dans un contexte particulier, c'est informatif pour d'autres contextes. On apprend quelque chose sur les mécanismes, on apprend quelque chose sur les comportements, on apprend quelque chose sur les contraintes. Et donc une évaluation rigoureuse dans un contexte, ça permet non seulement de tirer des leçons spécifiques pour ce contexte et ce programme précis, mais aussi de développer des cadres logiques que l'on peut ensuite utiliser pour tirer des leçons générales d'un résultat spécifique et pour savoir quand appliquer un résultat donné dans un contexte local. Donc même pour améliorer la qualité des évaluations d'impact en aval, celles qu'on vient de renommer prévision d'impact, nous sommes d'accord, avoir plus de résultats scientifiques de plein de contextes sera utile. Donc plus de pays évaluent leur politique publique,
comme j'ai dit au départ, le plus important devient le stock de savoir, soit la base scientifique à notre disposition et à la disposition, bien sûr, des décideurs. Et donc, évaluer aujourd'hui, ça renforce les chances que les programmes de demain soient basés sur des résultats probants et donc leur efficacité et leur efficience. Merci.